Bonjour, ravi de vous accueillir du coup à cette table ronde autour de la sécurité du cloud sous le volet compétences. On va regarder les sujets de montée en compétences autour du cloud. On ne pourra pas probablement dans l'introduction se passer d'un petit échange sur finalement quelles sont les problématiques de sécurité du cloud, quels sont les sujets de souveraineté. Est-ce qu'il y a toujours des risques d'écoute étatique ou pas? Bon, peut-être qu'il y aura une introduction avec quelques mots sur les enjeux du cloud et où en est le cloud aujourd'hui. Ensuite, on va regarder du coup quels sont les besoins en matière de compétences. Les compétences cyber, on sait tous normalement qu'elles sont extrêmement rares, elles sont très recherchées. C'est un combat pour les recruteurs parfois. Et du coup, des opportunités de formation qui sont exceptionnelles. Donc, on va regarder quels sont les besoins de sécurité dans le cloud, peut-être technique et au-delà, et regarder ensuite en fait quelles sont les filières ou les retours d'expérience ou les visions de nos illustres orateurs sur ce beau sujet avant de conclure. Voilà. Et après, on va essayer de garder un petit peu de temps, normalement, si on n'est pas trop bavard, pour une séance de questions-réponses. Ce serait avec grand plaisir. Du coup, les intervenants, on a du coup Yann Bonnet, donc, qui est directeur général délégué du campus cyber, comme son suite l'indique. Voilà, qui donnera sa vision du coup du campus, avec un petit passage par l'ANSSI, une vision probablement aussi étatique, et puis avec le secteur privé. Sa vision sur le sujet. On a Vivien Murat, du coup, qui est alors le chef de... Je recherche le titre précis, pardon, chef de la division industrie et technologie au sein de l'ANSSI, donc qui accompagne du coup cet écosystème sur les sujets de sécurité. On a Khadija Aflaper, du coup, qui est VP Data au sein de Sage. Donc Sage, vous connaissez probablement, voilà, un éditeur de solutions financières avec quelques millions, 3 millions de clients qui sont essentiellement hébergés dans le cloud, une partie on-premise, une partie dans le cloud. Donc une vision surtout data et une vision métier du sujet. Et puis Mathieu Gaillard-Midol, du coup, qui est voilà, practice leader cloud chez Squad, qui est un expert de sécurité du cloud sur Azure et AWS, et du coup qui est notamment formateur certifié Microsoft. Donc il y a une connaissance, au-delà des projets, une connaissance technique assez pointue sur les grandes solutions du marché. Voilà, donc la présentation, le débat va se dérouler en 4 temps de façon très simple. On va essayer de faire un petit tour de table sur une introduction. Ensuite, regarder très simplement du coup quels sont les besoins de formation et de compétences, quels sont les retours, et puis une conclusion. Peut-être Yann, si ça te va, tu peux introduire le sujet. Ok, bah super. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a un point peut-être qui va faire consensus. Le cloud, c'est l'architecture IT du 21e siècle. Comme toute techno, le cloud, voilà, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. Moi, voilà, ma perception des choses. Le cloud, ça a permis voilà, énormément de choses. Ça a révolutionné notre façon de travailler, de la donnée, de la partager, de la stocker. Technologiquement, ça a permis énormément de choses, l'automatisation, la virtualisation, ça a rendu quelques briques de sécurité accessibles, on va dire. Euh, Économiquement, ça a permis aussi pas mal de choses. Ça a permis l'évolutivité, la scalabilité. Ça a permis aussi tout simplement, d'un point de vue économique, de favoriser la création d'entreprises. Vous avez une idée, une carte bancaire, vous allez sur le site d'OVH ou Drive ou un autre, et en quelques clics, vous avez une infrastructure qui était réservée autrefois qu'à des très gros acteurs. Donc ça, je pense, ça a apporté énormément d'opportunités. Puis en même temps, ça représente aussi un certain nombre de menaces. On va en reparler, mais il y a des nouvelles menaces en termes de cyber. Il y a un certain nombre de cybercriminels qui peuvent être très intéressés par ces puits de données qui sont stockés parfois, on ne sait pas trop où. Moi, j'ai la perception que c'est dans la problématique du cloud, il y a le fait
de pouvoir externaliser certaines compétences. Du coup, ça induit, à mon avis, un risque de dépendance et de perte de compétences qui parfois, on va en reparler probablement, qui va être assez important. Et puis, vous en parliez, voilà, il y a des débats, il y a des différences d'interprétation, mais pour moi, il y a un risque aussi parfois, dans certains cas, d'intelligence économique. Voilà, on a tous conscience que un acteur européen qui choisit une solution extra-européenne peut être parfois exposé à des réglementations comme le Cloud Act, comme FISA et compagnie, et qui permettent pour parler des Américains, l'accès à certaines autorités, soit après décision du juge, soit pour des raisons de renseignement, accéder à des serveurs de sociétés américaines qui sont sur le territoire européen. Et donc ça, il faut en avoir quand même conscience pour certains types de données, pour pas être complètement naïf. Voilà, c'est ça que je voulais un peu lancer pour cette première partie vis-à-vis du cloud. À la fois un remède à un poison, et voilà. Vivien, peut-être un rebond sur le sujet en tant qu'ANSSI? Oui, alors bon, je rejoins les propos de Yann, bien entendu. Le cloud, c'est vraiment une démarche enfin, derrière le mot cloud, on peut mettre beaucoup de choses finalement, donc on le raccroche à cette idée d'externaliser des services, des données dans des environnements qui sont peut-être moins maîtrisés que si on en avait la pleine propriété. Donc cette phase de transition, il ne s'agit pas de savoir si elle est nécessaire ou pas, ou ce genre de choses. Simplement, il faut l'accompagner parce qu'il y a effectivement lié à ça des menaces. Il y a celles qui existent déjà quand on gère un système d'information en propre, et qui restent bien souvent à peu près les mêmes quand on externalise. Et puis arrivent d'autres sources de menaces qui sont liées à la nature même du cloud. Donc tous les panoramas de la menace que les professionnels de la cybersécurité dressent depuis déjà quelques temps montrent bien que avec les usages qui s'externalisent, le télétravail, etc., on voit bien qu'il y a effectivement une menace qui est croissante, donc il n'y a pas de remise en cause de ça, et nous à l'ANSSI, on est tout à fait dans cette même observation. Et donc derrière la menace qui touche le cloud, on a la menace comme cible, pardon, le cloud comme cible ou le cloud comme moyen. Donc le cloud comme cible des attaquants, quand il s'agit d'aller récupérer de la donnée avec un effet intéressant qui est lié au côté systémique que propose le cloud, où on peut, avec une attaque bien menée, arriver à toucher plusieurs clients en même temps. Donc il y a ce côté qui est intéressant, qu'on trouve moins quand on n'a pas externalisé ces services. Toujours le cloud comme cible quand on cherche à faire fuiter des données. Donc ça, ce sont des choses qui hélas, arrivent. Et puis le cloud comme moyen, il y a des attaquants qui s'en donnent à cœur joie pour utiliser les infrastructures pour passer plus facilement sous le radar, donc les infrastructures hébergées, pour faire du crypto-minage ou ce genre de choses, ou encore pour mener des attaques en déni de service. Voilà, donc c'est un environnement qu'on suit évidemment, enfin c'est un mouvement qu'on suit de près. On reviendra tout à l'heure sur la façon dont l'ANSSI traite le sujet. Mais ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a effectivement tout un tas de scénarios de menaces dont il faut avoir conscience pour être capable justement de monter en compétences. Peut-être Mathieu, on finira avec Khadija, désolé. Mathieu, sur ces projets de Move to Cloud et tous les points d'attention que l'on met, qu'accompagner divers clients dans les Move to Cloud. Alors, on va retrouver ce type de projet chez tous les types de clients, aussi bien des clients industriels que des clients du service ferroviaire, le bancaire, les mutuelles, voire même des services de l'État. Ça peut être des simples communautés de communes à des ministères. Bon, donc, je suis architecte cloud, c'est mon gagne-pain, mais je ne dirais pas que toutes les données doivent aller sur le cloud. Par exemple, le système de défense stratégique de la France, ça serait une complète hérésie de le mettre sur Azure. Par contre, beaucoup de données peuvent y aller. Tu parlais un peu plus tôt de la problématique de souveraineté. Ça vient souvent plus d'un mythe. Typiquement, tu parlais du Cloud Act. Le Cloud Act, en soi, c'est une clarification d'une loi américaine existante. Et cette clarification a été posée car Microsoft avait refusé de transmettre des données d'une personne qui résidait en France ou en Europe, je ne sais plus exactement, c'était en 2016, et judiciairement, ça ne tenait pas. Donc, l'État américain a fait une clarification sur sa loi,
Mais tout ce système de demande, dans le cadre du Cloud Act, est extrêmement cadré. Ils ne peuvent pas demander des demandes en masse. Ce sera forcément « je veux les demandes de mathieu.gaillard@xxx.com entre le 1er mai et le 5 mai 2022 ». Ça va être des choses. Oui. Et la partie FISA, donc là, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, c'est effectivement directement le FBI et derrière la NSA qui vont faire des demandes, mais ils ne peuvent pas avoir de contenu. Ils peuvent uniquement demander des métadonnées, donc typiquement heure de connexion, IP et identifiant utilisé. Donc le risque d'extraction de données par ce voie est extrêmement faible. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, pour le cas de Microsoft, AWS et GCP, c'est leur gagne-pain. Ce sont des entreprises, donc elles ont un objectif très simple, faire du bénéfice. Les données clients, pour eux, elles sont radioactives. Ils ne veulent absolument pas y toucher. AWS, par exemple, avec les EC de Nitro, n'a absolument pas accès aux données. Même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas par design. Microsoft, de son côté, lui propose une fonctionnalité de logbox. Donc en fait, dès qu'ils veulent accéder à vos données, ils vont vous demander l'autorisation. Donc si vous ne le donnez pas, ils ne pourront jamais faire le support, mais ils n'auront pas accès à vos données. Donc vraiment, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement précis et vraiment important. Ils sont justement scrutés, pas par toutes, et heureusement par toutes les agences gouvernementales, par des groupes de gestion de la liberté, de la presse ou autres, et ça leur permet en fait d'être toujours à la pointe sur ces domaines. Vraiment, ils sont transparents. Par exemple, tous les 6 mois, ils publient toutes les demandes venant des États américains, mais aussi français. Il faut savoir, la France et l'Allemagne sont les 2e et 3e plus gros demandeurs d'informations au niveau des clouders. Donc, ils ont une certaine transparence. Et par exemple, chez d'autres acteurs, on ne va pas le retrouver ou alors elle est très bien cachée. Je pense que le débat pourrait être prolongé 2 heures, 2 jours, 2 mois. Khadija, du coup, quand on héberge 3 millions de clients dans le cloud, les points d'attention, les points de focus? Du coup, moi, tout ce que j'entends, c'est un peu de la musique à mes oreilles parce qu'il y a beaucoup le mot données et data qui revient dans vos discours respectifs. Il y a beaucoup le mot données et data qui revient dans vos discours respectifs. Je pense que c'est important de la sécurité, cette montée en compétences pour préserver nos données. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire de la sécurité pour de la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un objectif clair. Pourquoi on veut sécuriser et qu'est-ce qu'on veut sécuriser et comment on veut le sécuriser. Oui, on a, comme tu l'as dit, énormément de clients. Donc on brasse des données clients, mais aussi des données de nos employés. À nous de faire en sorte de gagner leur confiance en mettant en place des systèmes technologiques poussés. On travaille avec des tiers, on respecte les données, on respecte les recommandations de l'ANSSI, on est certifié, etc. Mais c'est pas que. Je pense que la sécurité, ça ne doit pas rester dans une tour d'ivoire et juste être géré par un CISO et son organisation. C'est quelque chose qu'il faut étendre et bien faire comprendre que c'est une relation gagnant-gagnant qu'on établit. La donnée est importante, la donnée est un trésor, on nous la confie, nos clients nous la confient, nos employés nous la confient, à nous de nous assurer que cette donnée reste sereine, intègre, et qu'on puisse la restituer sans que personne n'ait accès à cette donnée. En parallèle de ça, il y a pas mal, on est entré, comme vous le savez, dans une décennie digitale prônée par l'Europe. Il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont en place, notamment ce qui est lié au flux de données via le Digital Network. Un vrai exemple, je pense qu'on est tous en train de travailler, et je pense qu'on doit travailler avec les architectes, avec l'ANSSI, avec les campus cyber, c'est la partie de la facture électronique. Là, c'est vraiment une montée en puissance, faire en sorte que des données qui sont normalement stockées dans nos entreprises, stockées sur nos clouds, puissent être diffusées de manière sécure vers le gouvernement français pour justement réduire la fraude. Et ce n'est qu'un début. Si vous allez sur le site européen ou si vous allez sur un des stands de l'Europe, vous verrez que on ne s'arrête pas là. Il y a une vraie montée en puissance de la digitalisation de nos données et de l'accès de nos données. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir, en fait, c'est pour souligner pourquoi on fait de la sécurité et quel est le but final et pourquoi on doit tous s'engager autour de cette sécurité pour justement restituer cette donnée. Et du coup, les besoins en matière de compétences, quels sont les types de compétences sur lesquelles on doit monter en maturité, monter en expertise, au-delà du volume, peut-être du nombre d'experts? Voilà, quels sont les besoins du point de vue de Sage, en fait? Quels sont les besoins de compétences techniques, fonctionnelles et plus? Alors, comme tout le monde, on a un CISO, on a une équipe sécurité, on est formé, on a des formations régulières, etc. On travaille avec des third parties. Excusez-moi, c'est une boîte anglaise, donc des fois,
Je rajoute un peu des mots anglais. On les forme, donc c'est des formations en continu, mais pas que. Ça veut dire qu'il y a aussi tous ceux qui touchent au cloud, tous ceux qui touchent à la technologie doivent aussi être formés en fonction de leur skill et en fonction de comment ils vont toucher ces plateformes. Ça, c'est la partie technique. Le second volet, c'est qu'il y a un vrai partage de la responsabilité au sein de l'entreprise. Alors, je m'explique. Déjà, il faut qu'il y ait un engagement au plus haut niveau de la hiérarchie. Il y a quelques années, la cybersécurité, c'était un peu un gag. Enfin, Non. ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, surtout depuis le Covid avec cette grosse montée de la digitalisation. Il y a un vrai engagement fort qui doit être mis. Et donc ça cascade vers toutes les équipes. Et en parallèle, je pense que c'est tous ceux qui touchent la donnée, c'est-à-dire les employés. Il faut les former, il faut leur expliquer que la sécurité, c'est important. Et il faut leur expliquer concrètement et de manière très pragmatique les impacts que ça peut avoir. Donc oui, on doit travailler sur mettre en place des certifications. Oui, on doit s'assurer que techniquement, on est au rendez-vous. On doit faire de la résilience parce qu'on est tous touchés par ces attaques. Travaillons dessus, essayons d'expliquer comment on peut la prochaine fois éviter que ça ne ressurvienne. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier le facteur humain dans la chaîne et nous assurer que ces personnes, ces employés, comprennent qu'à chaque fois qu'ils touchent de la data, qu'à chaque fois qu'ils se connectent au cloud, ils deviennent une source, un maillon faible dans notre sécurité. Et c'est en les embarquant là-dedans, via le fait que voilà, c'est des données qui sont importantes, que je pense qu'on peut faire aussi bien avancer la donnée, qui est un domaine qui m'est cher, mais aussi la cybersécurité. Mathieu, peut-être en complément avec un regard alors peut-être plus technique, les besoins de formation, les besoins de compétences. Donc effectivement, souvent dans les entreprises, dans leur projet de Move to Cloud, vont former en priorité leurs équipes infra. Elles vont former également les anciens devs qui vont devenir des DevOps. Donc ça, c'est très classique. Mais en fait, votre système d'information va fonctionner avec énormément d'équipes. Il y a l'équipe de gestion des assets qui doivent être aussi sensibilisées. C'est là où on va avoir des ressources cloud qui vont peut-être durer moins d'une journée. Donc elles vont apparaître dans leurs extras, qui vont plus revenir. Il faut leur sensibiliser. Ils n'ont pas besoin d'une formation d'expertise, mais ils doivent être touchés. Bien évidemment, les équipes cyber, vu qu'elles vont se retrouver effectivement avec des nouvelles menaces, des nouveaux risques, certains risques anciens qui n'en sont plus, typiquement toutes les problématiques liées à un data center, à son système d'extinction des incendies, à la surveillance des accès physiques. Ça ne devient plus votre problème, c'est le problème de votre fournisseur. Donc vos équipes cyber n'ont plus besoin de s'en préoccuper. Les équipes réseau, pour un certain nombre d'entreprises que j'ai accompagnées, souvent sont été des équipes qui ont été oubliées. Et elles ont eu beaucoup de mal à passer sur les nouveaux usages, par exemple tout ce qui va tourner autour du SDN, pour passer sur la partie cloud, et aussi les équipes utiles. De la même manière que pour les assets, tout ce qui va être la gestion du change, des problèmes, des incidents, il faut aussi les accompagner et prendre en compte des nouveaux usages. C'est dans le cadre du cloud, on va parler très souvent d'opérations qui vont se faire dans quelques secondes. Si on doit faire 2 semaines de processus de changement, on perd toute l'agilité du cloud et c'est dommage. Et juste un dernier petit point avant de passer la main, c'est le besoin en formation va être continu. Aussi bien Azure, AWS que Google font des mises à jour littéralement tous les mois. Vous allez avoir une obligation, si vous y travaillez dans les sujets cloud, de vous mettre à niveau très régulièrement. Donc ces 3 grands clouders proposent des solutions, ils font des récaps mensuels pour les évolutions en termes de cyber. D'autres clouders le font aussi. Mais c'est vraiment quelque chose d'important si vous vous laissez dans ce type de carrière. Vous ne pourrez pas vous reposer sur vos acquis comme on a pu le faire, par exemple. J'ai commencé en tant qu'ingénieur Windows sur 2000 et 2003. J'ai réussi à vivre pendant 15 ans avec ça. Yann, peut-être votre Juste position en sur les complément, formations. Ouais. il y a peut-être et ça rejoint, voilà, il y a toutes les compétences techniques, mais pour moi, il y a aussi un enjeu, notamment vis-à-vis des acteurs techniques, de prendre du recul, d'avoir cette compétence de compréhension de l'impact métier. Voilà, de voir que ce que vous indiquiez tout à l'heure, de voir, il y a peut-être pas, si on met tel type de données sur le cloud, il faut faire attention, ça peut avoir tel impact, ça nous met dépendant vis-à-vis de tel ou tel acteur, donc comment on va gérer ça pour pouvoir être en capacité si besoin, de faire un retour arrière et de passer à un autre fournisseur.
voilà, Une vision risque, ça bah, écrit, risque ou... et métier, en fait. Pour moi, c'est vraiment en fait que les ingénieurs, les techniciens voient bien les enjeux métiers derrière, l'impact, voilà, limite stratégique pour l'entreprise. Donc il y a un dialogue qui est souvent, parfois, j'ai l'impression, un peu oublié, cette vision, et je pense qu'on devrait encore plus enseigner cette compétence pour sortir du pur techno, mais aussi de l'impact métier que ça peut avoir et des conséquences que ça peut avoir pour l'entreprise. Vivien, en complément sur la vision de l'ANSSI. Oui, donc sur la partie montée en compétences dans le domaine de la sécurité du cloud, il y a un peu le qui, le quoi. Donc il y a qui est concerné, donc il y a déjà des choses qui ont été dites. Et effectivement, ça se joue déjà à l'échelle d'un organisme. Il y a donc les fournisseurs qui sont concernés, fournisseurs d'infra, fournisseurs de services. Les commanditaires, les clients sont également concernés par cette montée en compétences. Et ça se passe aussi à l'échelle des individus. Et là arrive effectivement la partie métier qui était évoquée, où on a affaire à des métiers qui sont, pour la plupart, non connaisseurs justement des aspects de cybersécurité. Et pourtant, ils sont tous concernés, que ce soit la personne qui met le budget sur la table pour effectuer la migration, ceux qui administrent le système et qui vont opérer la transformation numérique. Et donc, il y a un enjeu de monter en puissance, de monter en connaissance déjà de tous ces métiers, selon probablement trois grands axes. Et les trois sont autant importants les uns que les autres. Il y a un axe technique qui reste accessible même quand on n'a pas un background technique. Il y a des choses, des concepts qui sont tout à fait accessibles. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les choses très granulaires pour comprendre certaines choses. Il y a un axe juridique, il y a peut-être aussi un axe plus contextuel ou géopolitique. L'axe technique de comprendre que la clé derrière, en fait, c'est effectivement de garder la maîtrise un minimum de ce qu'on fait. C'est-à-dire que cette montée cette sensibilisation et cette formation, elle est liée au fait que le cloud a ce côté un peu magique où effectivement assez facilement on a accès à tout un tas de packages et de fonctionnalités qu'il était difficile d'avoir en propre dans certains cas de figure. Et en ce sens, c'est aussi un gain de sécurité pour certains organismes, à condition de comprendre ce qu'on fait. Chiffrer la donnée, si la gestion des clés et des identités est mal gérée, est mal faite, ça sert à rien. Si on a un système de sauvegarde qui n'est pas bon, on n'a pas compris comment son fournisseur gérait la sauvegarde, c'est aussi game over. Donc il y a sur le volet technique déjà de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Sur le volet juridique, il y a aussi des aspects contractuels qui jouent, de localisation de données et donc des aspects de juridiction qui s'appliquent et de droit qui s'appliquent. Et donc là-dessus, on a la conviction, l'agence, qu'il y a aussi des aspects d'extraterritorialité du droit qu'il faut prendre en compte dans les scénarios de menace. Et donc on promeut une application stricte et exclusive du droit européen pour des environnements dits de confiance. Et puis, il y a un volet plutôt de nature contextuelle ou géopolitique, où il s'agit aussi de se tenir à jour un petit peu de ce qui se passe quand il y a un conflit qui naît quelque part dans le monde. Ça peut avoir des conséquences sur sa supply chain. Quand il y a des accords de transfert de données, ça peut aussi avoir des conséquences sur sa propre gestion des risques. Et donc, quand on a compris tout ça et qu'on sait contre quoi on doit se protéger dans sa gestion des risques, on est éclairé tout ce temps que nous sommes dans notre métier lié à la migration dans le cloud, et on sait mieux gérer les risques. Voilà. Donc c'est pour moi tout l'enjeu est dans cette idée clé de maîtrise et de compréhension de ce qu'on fait. Merci. En vous écoutant, je me dis que finalement, nous aussi, chez Formain, je ne m'étais pas présenté, donc je suis le cofondateur de Formain. Au départ, il y a 5-6 ans, on s'est dit on va monter une équipe d'expertise sur le cloud, ce qu'on a commencé à faire. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait former au cloud absolument tout le monde, tous les experts sécurité, qui soient plutôt juristes, qui soient plutôt des analystes du risque, plutôt fonctionnels. Et c'est devenu complètement une compétence transverse must-have. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien partagé ce point-là. Globalement, les formations, il y a des écoles, d'une part, il y a de la formation continue, d'autre part. Il y a les formations éditeurs. Il y a pas mal, du coup, de vecteurs de formation. Qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, qu'est-ce qui manque, quel est le relief que vous avez en tête? Yann, je ne sais pas si tu veux commencer.
Très vite, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui forment au cloud, vous l'indiquez, je sais pas, des écoles, Epita, des fournisseurs, OVH, voilà. Donc ça, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est essayer à mon sens, dans le parcours de la formation, de ne pas être dépendant à une solution. Et donc de garder cette maîtrise et cette compréhension technologique pour, encore une fois, avoir cette sorte d'autonomie et de capacité à retourner en arrière si besoin pour repasser à une autre solution. C'est une chose qui est intéressante. Il y a des fournisseurs aussi qui proposent, et je pense notamment à OVH, plus que des formations en fait, c'est une sorte d'accompagnement dans la montée en compétences, dans le paramétrage, et ça c'est extrêmement important, et on le voit bien en cyber. Déjà en complément, Euh, comment on forme, qui on bah, forme? Déjà, on forme, même si notre cœur de métier, c'est pas la cybersécurité, c'est important d'être constamment formé. La formation en continu, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Avant d'être data, j'étais DSI, donc j'ai subi énormément d'attaques. Donc oui, il faut constamment former les équipes à tous les niveaux. C'est vrai que les équipes réseau, c'est vrai qu'au début, on les laisse un peu sur le côté, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va d'abord sécuriser le cloud lui-même et le système lui-même. Mais pas que. En fait, il faut aussi, dans cette formation, savoir comprendre, quand on a subi une attaque, avoir cette capacité de résilience, de s'asseoir, travailler avec l'équipe de crise et l'équipe de gestion de l'incident et d'en tirer des mesures nouvelles pour pouvoir appréhender au mieux la prochaine attaque. Il ne faut pas se leurrer. Des attaques, on en a continuellement et c'est quelque chose qui va continuellement arriver. C'est un peu un jeu du gendarme et du voleur. Je discutais avec une amie qui est à la cybersécurité et elle me disait c'est constamment quelque chose sur lequel on est obligé de travailler. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la formation. Ça veut dire qu'il faut être capable d'analyser ce qui s'est passé, analyser l'attaque, comprendre pourquoi on a eu cette attaque, qu'est-ce qu'on a essayé vers quoi on a essayé d'aller pour aller prendre cette information et former les équipes. Utiliser quelque chose qui a pu peut-être nous affaiblir comme étant une force pour la prochaine fois et encore l'utiliser comme un cas concret, pragmatique et l'expliquer au plus grand nombre pour désacraliser la cybersécurité. Là encore, je me répète un peu, mais c'est pas une tour d'ivoire la cybersécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. On est tous censés savoir et comprendre ce qui peut se passer. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de voir mes données de sécu ou ma feuille de paye diffusée sur le réseau, tout en sachant qu'elle est depuis pas longtemps qu'elle est stockée sur le cloud. Voilà. Mais une fois que j'ai pris conscience que ma propre donnée est importante, les données que je manipule de par mon travail sont elles aussi importantes. Donc voilà, c'est de la formation en continu, accepter qu'on peut être attaqué, accepter et être humble et se dire bah tiens, la prochaine fois ça ira mieux et je les attaquerai encore mieux. Puis vient Mathieu, du coup, en complément, on se dit que c'est la formation au sein des écoles, pas que écoles d'ingénieurs d'ailleurs probablement, c'est aussi des formations techniques, mais on va aussi descendre sur on va parler de Red Team, de Cyber Range, où on met tout l'équivalent, le jumeau numérique, on tape dedans dans des tests de crise prolongés pendant des semaines, des mois, ça se passe comme ça, c'est ça où on est encore sur de la formation un peu traditionnelle. Quoi se dire? Nous, à l'agence, on donne surtout des outils, des clés pour sécuriser le cloud et l'externalisation. Donc, parmi ces clés, on a pas mal de publications. On a les guides de l'agence, notamment sur l'administration sécurisée à distance, qui reste tout aussi valable quand on administre un système on-premise que quand on administre un système qui est externalisé. On a évidemment le Secnum Cloud, qui est un référentiel d'exigence qui peut servir de base de travail tant du côté du fournisseur pour monter en puissance que du côté de commanditaire pour justement élaborer son cahier des charges. Et puis d'autres référentiels comme PAMS qui touche l'infogérance et qui là aussi donne des clés de compréhension. Au-delà de ça, on agit pour harmoniser toutes ces exigences ou toutes ces recommandations dans le domaine du cloud sécurisé au niveau européen, puisqu'il y a des travaux d'harmonisation au niveau européen qui sont orchestrés par l'ENISA.
Et sous l'acronyme de EUCS, vous trouverez derrière les services de cloud, et donc avec des niveaux de confiance, des niveaux d'assurance déclinés en 3 catégories. Et donc l'ANSSI, bien entendu, est particulièrement présent sur le niveau le plus élevé, où on promeut tout ce qu'on sait faire en matière de cloud sécurisé avec le Secnum Cloud, et l'expérience qui a montré qu'on était capable de qualifier plusieurs fournisseurs dans ce domaine-là. On a cet enjeu qui a été rappelé ce matin par notre directeur général Vincent Strubel, de bien emporter les scénarios de menaces que représente l'application de droit à portée extraterritoriale dans ces niveaux élevés d'exigence. Et donc voilà, donc on a aussi ce volet d'harmonisation qui va aussi faciliter l'accès au marché et puis faciliter la montée en compétences pour tous, puisque ça donne aussi des points de repère qui vont être à peu près, qui vont être normalisés. Et puis on a des dispositifs, donc on a le dispositif d'aide aux petites entreprises qui développent des solutions de cloud, en l'occurrence de SaaS ou de PaaS, où là, donc le ministre Barrot l'a évoqué ce matin, il y a un mécanisme de financement de prestations d'accompagnement qui vont permettre à une sélection d'entreprises de bénéficier d'un appui pour rehausser le niveau. Donc là, ce sont des choses qui sont assez ciblées et qui vont permettre d'étoffer à terme les compétences dans le domaine du cloud sécurisé. Et pour clôturer un petit peu, juste donc les écoles d'ingénieurs, notamment les écoles d'ingénieurs récentes en informatique. Tu citais l'EPITA, moi je citerai aussi l'INOV par exemple, où j'ai pu animer toute la session de thème sur la partie AWS. Donc ces écoles se mettent à l'ordre du jour. Donc on va arriver avec des nouveaux diplômés qui disposent déjà de compétences cloud suivant les parcours qu'ils ont vécus. Un deuxième point, souvent dans la méthodologie de DevSecOps, on va avoir la notion de Security Champion. Mais dans les projets de migration cloud, on va retrouver aussi cette notion de Cloud Champion. Donc c'est des gens sur qui l'entreprise ou l'organisation va faire un effort de formation, donc en payant des formations internes, externes, suivant les possibilités, pour qu'ils puissent diluer à travers de toute leur équipe le savoir-faire sur la partie cloud. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est tous les chemins de certification qui sont disponibles, notamment chez Azure, Amazon et GCP, qui vont retirer tous les niveaux. Vous avez aussi bien le niveau débutant, le niveau intermédiaire que les niveaux d'architecte. Vous allez retrouver tous ces chemins de certification qui vont pouvoir vous accompagner. Ça va rassurer aussi bien un client qu'un futur potentiel employeur. Ça reste quelque chose qu'il faut vraiment pousser, et dans le cas d'une carrière cloud, c'est quelque chose qui va pouvoir vous accompagner. Par exemple, Microsoft, les certifications ne durent qu'une seule année. Donc tous les ans, il faut vous les renouveler, mais le processus de renouvellement est extrêmement simple. Il vous permet de vous focaliser quasiment uniquement sur les nouveautés de votre domaine. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça vous permet de vous maintenir à jour. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, dans les technologies cloud, c'est quelque chose qui sont très importants. OVH aussi, par exemple, propose ces chemins de certification. Après, il me semble qu'ils sont réservés aux partenaires. Donc, vous n'aurez pas forcément autant de liberté d'y accéder, mais on peut quand même facilement les retrouver. Donc, ça reste des éléments qui sont vraiment importants et qui feront toujours une très bonne impression sur un CV. Après, alors je remets une autre casquette. Ça serait bien aussi d'ouvrir la cybersécurité à la femme. Je trouve qu'on n'est pas... Enfin, je ne suis pas membre de la cybersécurité. J'ai une de mes amies qui est là, qui est cyber. Et je pense que c'est quelque chose aussi où on est en train sur laquelle il faut qu'on travaille en France. Ouvrir ce métier qui est, je pense, passionnant. Enfin, moi, je trouve que la technique, c'est vraiment super intéressant. Et donner la place aux femmes dans ce métier-là. Plus on aura de femmes, je pense que plus on pourra améliorer notre cybersécurité. Donc ça, c'était un peu mon côté féministe. Petite pub au passage, on a du coup chez Formind justement, on a 20 ou voilà, on a une quarantaine, peut-être 50 femmes qui ont monté un club qui s'appelle les Cybergirls et qui ont rejoint aussi d'autres clubs et qui vont aller évangéliser dans les écoles. Mais parfois dans les écoles, c'est parfois un peu tard. Du coup, on remonte jusqu'au collège en fait pour travailler en profondeur ces sujets-là et donner envie. Merci. Alors du coup, si on est largement dans les temps, si on essaye de se projeter, on se dit que finalement,
les vrais sujets dans les 2-3 ans à venir, on attend plutôt du régulateur que ça se précise, qu'on ait des formations qui viennent de là. On attend des exercices très, très pratiques. On attend de la normalisation. Quels sont les axes qui, de votre avis, vont se développer sur la formation cloud? Comment il faut anticiper tout ce qui nous arrive? Est-ce que vous avez des visions là-dessus? Bah, moi, je pense que ça passe aussi par de la certification, en fait. Je m'explique, plus on sera certifié, plus on va pousser nos équipes à être au niveau de ces certifications qu'on essaye d'atteindre. Heu, Là encore, quand j'étais, DSI, on avait beaucoup, beaucoup d'audits et c'est ce qui nous permettait justement de nous améliorer et d'identifier les points faibles en matière de montée de compétences. Et ces audits, on en mène en interne, mais on en mène aussi parce qu'on est certifié. Heu, donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son schéma d'évolution, heu, être capable de se remettre en cause de manière continuelle via des audits. Alors, discuter avec quelqu'un de la sécurité, quand vous êtes DSI en vous disant: «Bon, moi, j'arrête ton système parce qu'il n'est pas compliant avec, tel, ISO machin ou tel certifié machin» et que vous avez 1 200 personnes qui attendent pour pouvoir rentrer leur devis ou travailler avec le client, c'est dur. Mais c'est formateur parce que du coup, ça permet d'insuffler cette notion comme de sécurité au sein même des équipes IT qui ne l'ont pas, qui ne la maîtrisent pas. Donc oui, moi j'aime beaucoup, même si ça m'embête, j'aime beaucoup cette notion de certification parce qu'elle me pousse à m'améliorer et à améliorer mes équipes et à les former au mieux à la cybersécurité. Vivien? Euh, peut-être deux enjeux qui me viennent à l'esprit en complément de ce qui a déjà été dit. Il y a probablement des enjeux d'arriver à transposer ce qu'on sait déjà pas trop mal faire en matière de cyberdéfense, de transposer dans le domaine du cloud, notamment pour ce qui concerne la détection d'attaques et la réponse à incidents. Où là, les particularités de l'environnement cloud font que certaines choses qu'on pouvait faire on-premise deviennent ou difficiles ou demandent des pratiques ou des méthodes un petit peu différentes. Donc là, il y a probablement deux axes dans les temps qui viennent où on va avoir besoin aussi de collectivement monter en compétences. Et puis après, effectivement, il y a tout ce qui a déjà été dit sur la capacité qu'ont vont avoir les différentes parties prenantes à s'emparer du sujet de la sécurité quand ce n'est pas son propre métier. Et je pense beaucoup notamment aux développeurs qui, pour des raisons de modèle économique notamment, proposent leurs solutions as a service. Et bien souvent, puisque ce n'est pas leur métier, n'ont pas forcément intégré tous ces aspects justement qu'on vient d'évoquer. Et leurs clients, souvent non plus, puisqu'il y a aussi encore une fois une responsabilité du côté du client de bien comprendre ce qu'il fait. C'est pas parce qu'il externalise qu'il est forcément complètement dédouané des aspects de sa responsabilité de sécuriser ses données et ses usages. Donc voilà, il y a un enjeu fort de comprendre ce que l'on fait et de monter en puissance de tout un tas de gens qui ont plein de compétences, mais qui n'ont pas forcément encore développé de la connaissance dans ces domaines. Mathieu? Alors juste peut-être un point, souvent vous avez insisté, Yann et Vivien, sur la partie de relecture des contrats. Donc effectivement, votre contrat est vraiment vital, mais c'est pas propre au cloud. Même quand vous étiez on-premise, dès que vous faites un contrat, même dans votre vie perso, lisez-le. C'est là que vous verrez toutes les petites lignes, toutes les choses importantes, les tenants, les aboutissants. C'est vraiment vital et important de le lire. Donc ça l'est toujours en environnement cloud. C'est un point d'attention, notamment comme tu disais pour les fournisseurs SaaS. C'est là où vous verrez, vous n'allez plus avoir la main sur vos données, votre infra. Donc il faut bien lire ce à quoi vous avez droit, vos différents SLA. Un autre point, on a parlé beaucoup pour les jeunes diplômés dans les écoles, mais vous avez aussi les personnes qui ont 10, 15 ans d'expérience, par exemple les ingénieurs système, les développeurs, on va dire Java ou Python. L'option de changement sur des parties cloud, DevOps sont tout à fait possibles. Ça va demander un effort, mais c'est quelque chose qui va être très rewardant, très récompensant. Il faut vraiment pas hésiter. Il y a énormément de ressources en ligne qui sont disponibles. Tous les clouders, donc aussi bien Amazon, AWS, GCP ou OVH ou même encore d'autres, encouragent, proposent des packs gratuits pour s'entraîner. N'hésitez pas.
Il y a énormément de possibilités qui sont là. C'est vraiment, il faut une transformation du métier. Et bon, pour la partie, on va dire ESN, quand on fait énormément de recrutement, voir ces choses, des gens qui ont fait l'effort de commencer, on va dire, leur apprentissage vers le cloud, ça va être un bon signal et on va avoir envie de les embaucher pour les amener au bout, pour les pousser dans l'expertise. Et enfin, dernière info qui va rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur la partie souveraineté. Donc, on a parti du risque américain, nommons-le. Il va aussi y avoir un risque d'extraterritorialité sur la partie européenne avec le E-Evidence Regulation. Ça va être une réglementation qui va être encore pire en termes de droit. C'est là, il n'y aura plus la protection de la partie GDPR qui pourra fonctionner. C'est un État membre pourra demander directement à un clouder, où qu'il soit, de fournir les données. Et sinon, il aura une amende de côté de son chiffre d'affaires, enfin, le même type d'amende que pour les infractions au GDPR. Donc, on va se retrouver. Donc là, pour l'instant, c'est encore en discussion au niveau européen. Il doit être voté au niveau Parlement européen, puis ensuite voté dans les différents parlements des pays. Mais ça va être un énorme point d'attention pour les personnes qui travaillent dans la compliance, à mon avis, pour la fin d'année et les années à venir. Peut-être de façon très brève, voilà, peut-être une tendance que on va peut-être voir, et en tout cas moi que j'espère, je suis assez adepte du small is beautiful, et je pense qu'on va avoir besoin d'avoir de plus en plus de personnes compétentes qui réfléchissent bien à voilà, quelles sont les données réellement utiles qu'on stocke et l'impact écologique que ça peut avoir derrière, et qu'on arrête de par défaut stocker en masse, qu'on se pose bien la question de quelles sont les données qui sont vraiment utiles pour le business, pour différentes raisons. Et voilà, donc cette compétence, je ne sais pas comment l'appeler, mais d'impact écologique, parce que je pense qu'en tant qu'expert numérique, on a cette responsabilité, et j'espère que dans les prochaines années, on développe encore plus ce sujet. Et ça va, en plus, cette notion de sobriété, elle va aussi dans le sens de la cyber. Soyons très sobres sur là où on place certaines données de façon réfléchie et responsable. Est-ce qu'on n'a pas abordé, peut-être juste avant de passer 3 minutes, avant de passer aux questions-réponses, on n'a pas tellement abordé la sensibilisation, la montée en compétence en fait, des dirigeants, des décideurs sur ces sujets-là, comment on les mobilise? Est-ce que, je crois qu'il y a un de vous qui est prof à Sciences Po notamment, entre autres, voilà, est-ce que c'est lors de leur formation? Est-ce que c'est en continu? Est-ce que c'est de la sensibilisation classique? Est-ce que c'est des exercices de crise très pointus? Comment on fait bouger les lignes au niveau des décideurs justement sur les risques? Bah, en fait, on les inclut déjà dans les incidents, dans les crises. Ils doivent être en première ligne parce que la crise, soit elle reste propre à l'entreprise, soit elle est déclarée à l'extérieur, et donc il doit être en capacité de répondre et d'expliquer ce qu'on est en train de faire et quel est le niveau de crise auquel on doit faire face. Il faut aussi le sensibiliser à l'importance de la sécurité, parce que si votre PDG ou si le CEO n'est pas embarqué dans la sécurité, croyez-moi que personne ne va s'occuper de la sécurité dans une société. Il faut que ça fasse partie de vos valeurs stratégiques. C'est-à-dire que cette notion de confiance, vous me laissez gérer vos données, merci. En contrepartie, je vous dis que même à mon niveau très élevé en tant que PDG, je mets en place tous les moyens possibles en matière de sécurité pour la préserver. Et ça, si ce n'est pas un discours que vous êtes en mesure de tenir à vos clients, eh ben, les clients, ils s'en vont ailleurs parce que ça ne les intéresse pas. La donnée est vraiment un élément, quand je discute avec certains de nos clients, à la limite, quelque part, ils s'en fichent un peu de... Pas ils s'en fichent, mais s'ils avaient une priorité à mettre en place, c'est Khadija, assure-toi que la donnée qu'on est en train de te confier, elle est sécure et que personne d'autre que nous ne va y avoir accès. Après, il y a toute la partie performance, outils, etc. Donc c'est vraiment, voilà, et ce message de confiance, on peut le véhiculer à l'extérieur que si toute la chaîne organisationnelle dans une société est convaincue que la cybersécurité, c'est important. Sinon, ça ne marche pas. Donc, entièrement d'accord avec toi, l'important, ça doit venir vraiment du top management. Un grand élément de sensibilisation également, ça a été les amendes pour les infractions au GDPR. 4% du chiffre d'affaires,
ça a fait réfléchir toutes les sociétés notamment anglo-saxonnes, qui ont une politique de gestion du risque légale. On fait passer énormément de projets. Enfin, souvent, quand vous voulez lancer un projet informatique, le budget, ah, ça va nous coûter cher, est-ce que ça va être utile? Là, bah, si on ne fait pas ce projet, on peut perdre 4% du CA. Ils ont tous eu le feu vert pour se lancer. Donc, vraiment, cette notion, cet aspect légal, et notamment les amendes, qui sont vraiment impactantes, hein, 4% du CA pour n'importe quelle société, ils ne peuvent pas le laisser passer. Ça permet de motiver, si au cas où si les gens ne s'emparent pas d'eux-mêmes du problème de la cybersécurité, ça permet de les embarquer, même si c'est un peu de force, au moins ils deviennent responsables. Plus le fouet avec la carotte, quoi. Nous, côté campus, là, on est en train de travailler sur un projet. Je pense que de faire vivre des expériences de crise, on appelle ça à fort engagement émotionnel, pour des patrons, que ce soit des PME ou de grands groupes, je pense que ça peut avoir un impact. Et donc, du coup, on est en train de travailler sur une sorte de simulation de crise, mais pas technique, pour vraiment, en façon un peu serious game, pour s'adapter au niveau du patron ou du dirigeant, des directeurs, je sais pas, des directeurs de la communication, du DAF, pour leur faire vivre cette crise, voir comment ils réagissent. On s'adaptera à leur niveau, et théoriquement, quand ils sortiront de cette expérience, en principe, ils vont se dire ouais, il faut vraiment qu'on agisse pour qu'on ait cette résilience le jour, comme vous l'indiquez, le jour où il y aura cette crise qui va arriver, parce qu'on sait très bien qu'elle va arriver. Et est-ce que l'entreprise aura cette résilience pour y faire face? Mais merci beaucoup déjà. Est-ce que du coup on peut prendre des questions? Il nous reste 12 minutes précisément au maximum. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, ce sera un plaisir. Ça va dépendre de votre métier. Je me permets de répondre comme je l'avais évoqué. Pour la partie Azure, d'un point de vue purement cyber, vous allez trouver l'AZ500. C'est pour l'ingénieur sécurité Azure. Elle est extrêmement complète, je la détiens. Elle est vraiment très efficace. Elle vous donne un aperçu global de la sécurisation de vos ressources Azure. Côté AWS, vous allez trouver la Security Specialist. Et côté GCP, ça doit être la Security Engineer, ou quelque chose d'approchant. Vous allez trouver aussi différents niveaux. Par exemple, côté Azure, vous allez trouver la SC100, c'est l'architecte cybersécurité. C'est une certification qui va toucher à tout, aussi bien à la côté ressources Azure que toute la partie compliance, gouvernance et les utilisations des produits Sentinel et Defender. En fait, Microsoft vous propose une solution cloud, mais vous propose aussi toute une solution de sécurisation de vos ressources, aussi bien sur le cloud que on-prem, qui a ses propres certifications. Est-ce que vous auriez d'autres questions, remarques? Bon. Alors, il va y avoir des possibilités. Typiquement, il y a la CCSP, par exemple, c'est la Cloud Certified Security Specialist qui est proposée par l'ISC2. Donc, c'est l'organisme qui présente, par exemple, la CISSP, c'est la certification Graal en termes pour les futurs RSSI. Elle est très souvent présentée comme cela. Donc, la CCSP, c'est sa petite sœur qui va être orientée cloud. Donc, elle va avoir un panel un peu plus réduit, juste qu'elle va introduire énormément les aspects légaux de tous les pays. Je suis en train de la préparer, là, c'est pour cet été, quand les enfants seront en vacances. Elle demande pas mal de connaissances légales, vu que maintenant, vous allez pouvoir mettre des ressources partout dans le monde. Vous allez retrouver aussi, c'est Yann qui parlait un petit peu essayer d'être éloigné des éditeurs, mais ça reste compliqué. C'est, on va dire, les notions de cloud. Quand j'ai fait mon cours à l'Innov, par exemple, je l'ai bouclé en 1 heure. Ensuite, vous allez tomber sur beaucoup de choses qui sont spécifiques à l'implémentation. Azure, AWS, dans l'aspect ressources, vont être très similaires,
mais vont par exemple avoir des différences de philosophie extrêmement fortes sur toute la gestion de l'identité, la gestion des droits. C'est Vivien qui en parlait, c'est un sujet énormément majeur. La plupart des cas d'incidents, on va dire incidents cyber sur lesquels on intervient pour faire de la forensique, la source première, c'était une IAM qui n'a été mal gérée, ou pas gérée plutôt. Bon, ben, un grand merci. On va du coup lâcher le. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à tous les orateurs de ces interventions. Merci. Merci à tous.